Pendant la journée, ils s'agenouillaient et priaient pour leur salut. Le soir, ils devaient s'incliner devant celui qui se considérait comme leur Dieu, en prononçant une seule phrase : « Merci, mon Seigneur. » 7 ans, 5 femmes, un immeuble dans la banlieue de Cleveland, dans l'Ohio. En haut, des bougies, des icônes et des offices dominicaux pour les émigrants en quête de réconfort loin de leur patrie. En bas, des murs en béton, une isolation phonique et une obscurité totale. Ils entendaient les prier au-dessus de leur tête, mais ils ne pouvaient émettre aucun son. C'est l'histoire d'un homme qui a construit une église, non pas pour sauver des âmes, mais pour devenir le seul Dieu dans la vie de ceux qu'il avait choisis. Et comment une rupture accidentelle d'une canalisation d'eau a détruit son royaume en une seule soirée. Marina Kosareva est arrivée à Cleveland le 12 mars 1994. Elle avait 32 ans. Derrière elle, un divorce, un appartement vide à Volgograd et une fille adolescente qu'elle avait envoyée chez sa sœur le temps que maman s'installe. Un visa, $400 en espèces et l'adresse d'une connaissance qui avait promis de l'aider à faire ses premiers pas. Son ami ne l'a pas rencontrée à l'aéroport. Son numéro de téléphone n'a pas répondu pendant 3. Marina parlait anglais au niveau scolaire, c'est-à-dire presque pas du tout. Elle ne comprenait pas comment fonctionnaient les transports publics, ne savait pas où aller pour faire ses courses et, pour la première fois de sa vie, elle se sentait complètement invisible. À Volgograd, elle était ingénieure technologue. Ici, elle n'était personne. Le 4e jour, elle trouva un journal en russe dans un magasin à l'est de la ville. Petites annonces gratuites, rubrique aide aux compatriotes. L'une d'elles avait été entourée par quelqu'un avant elle. Église du Saint-Martyr, aide aux nouveaux arrivants, logement temporaire, conseil juridique, aide pour les formalités administratives. Père Anton, tous les services sont gratuits. Dieu ne demande pas d'argent pour sa miséricorde. Marina a appelé le soir même. La voix au bout du fil était chaleureuse, calme, avec un léger accent qu'elle ne parvint pas à identifier. Il parlait russe couramment, mais d'une manière trop correcte, comme s'il lisait un texte. Le père Anton écouta son histoire sans l'interrompre. Puis il dit : « Vous n'êtes pas seul, il y en a beaucoup comme vous ici. Venez demain, nous vous aiderons. » L'église était située dans l'ancien bâtiment d'une usine de meubles, une boîte en briques, aux fenêtres étroites, réaménagée en paroisse. À l'intérieur, ça sentait l'encens et la peinture fraîche. Sur les murs, il y avait des icônes, visiblement importées de Russie. Dans un coin, il y avait une table avec un samovar et des biscuits. Le père Anton était un homme d'une 40aine d'années, de taille moyenne, avec une barbe soignée et des yeux gris attentifs. Il ne portait pas de soutane, seulement une chemise sombre et une croix sur la poitrine. Il parlait doucement, regardait droit dans les yeux et écoutait comme si chacun de ses mots avait de l'importance. Marina a tout raconté à propos de sa fille, du rendez-vous manqué, des $400 qui s'épuisaient, de la peur de rentrer chez elle sans rien. Le père Anton acquiesça. Manque. Des chambres pour ceux qui n'ont nulle part où aller, temporairement, jusqu'à ce que vous vous remettiez sur pied. Nourriture, logement, aide pour les documents. La seule condition est de participer à la vie de la communauté. Nettoyage, cuisine, aide aux autres. Ici, nous sommes une famille. Marina a accepté le jour même. Les 2 premières semaines se sont déroulées presque normalement. Elle vivait dans une petite chambre au 2e étage, avec 3 autres femmes, toutes récemment immigrées, toutes avec des histoires similaires. Elles cuisinaient ensemble, nettoyaient l'église, avant les offices, apprenaient l'anglais à l'aide de vieux manuels scolaires que quelqu'un avait donnés à la paroisse. Le père Anton venait tous les jours.
Il demandait comment ça allait. Il apportait des provisions. Il aidait à remplir les formulaires. Il n'élevait jamais la voix, ne demandait jamais rien en échange. Marina a commencé à lui faire confiance. Le 17e jour, il lui a demandé de descendre à la cave pour l'aider à trier les vieux objets donnés par les paroissiens. Elle descendit l'escalier étroit, franchit la lourde porte métallique qui lui avait tenue ouverte et entendit le verrou se refermer derrière elle. La lumière s'est éteinte. Dans l'obscurité, sa voix semblait différente. Elle n'était ni chaleureuse ni calme. Elle était complètement vide. Tu es chez toi maintenant, Marina. Ta vraie maison. Ici, tu serviras comme il se doit. Elle a crié. Mais une minute plus tard, elle a compris ce que 4 autres femmes allaient comprendre après elle. Les murs étaient recouverts d'un matériau souple. Le son ne sortait pas à l'extérieur. Au-dessus, à 15 mètres au-dessus de sa tête, le service dominical commença 3 heures plus tard. Marina Kossareva était portée disparue depuis le 29 mars 1994. La police de Cleveland a enregistré la déclaration de sa sœur, originaire de Volgograd, 2 mois plus tard. L'affaire a été classée sans suite 1 an plus tard. Aucune trace, aucun témoin, aucun indice. Elle a passé 5 ans dans ce sous-sol et elle n'était pas la première. Anton Vargin est né en 1952 dans un village urbain près de Saratov. Son père était chauffeur routier, sa mère comptable dans un entrepôt céréalier. La famille n'était ni pauvre ni riche. C'était une famille soviétique ordinaire avec un appartement de 2 pièces, une télévision en noir et blanc et des dîners silencieux. Selon les documents examinés par la suite par le FBI, Vargin était un enfant calme. Il n'était ni conflictuel ni agressif, simplement discret. Ses professeurs écrivaient tous la même chose dans ses bulletins scolaires. Capable, mais renfermé. Ne cherche pas à entrer en contact avec ses camarades. Préfère la solitude. Adolescent, il ne se battait pas, ne faisait pas de grappe, n'était pas connu des services de police. Mais ses voisins se souviennent d'un détail étrange. Il aimait observer. Il pouvait rester assis pendant des heures sur un banc près de l'entrée de l'immeuble et regarder les gens passer. Il ne lisait pas, ne parlait pas, il se contentait de regarder. Quand on lui demandait ce qu'il faisait, il répondait « J'étudie ». Il n'a jamais précisé ce qu'il avait étudié exactement. À 17 ans, il s'est inscrit à l'Institut Polytechnique de Saratov pour devenir ingénieur en mécanique. Il a suivi 2 ans de cours, puis a été renvoyé, officiellement pour insuffisance scolaire. Mais dans son dossier personnel, il y a une note du commandant de la résidence universitaire. Vargin avait organisé dans sa chambre une sorte de club d'entraide pour les étudiants de première année. Il les aidait dans leurs études, leur donnait des résumés de cours, réglait les problèmes avec le commandant. En échange, il exigeait une obéissance absolue dans les questions quotidiennes. Qui se lève quand? Qui mange quoi? Qui parle? À qui? Lorsqu'un des étudiants a refusé de se plier à ces règles, Vargin n'a pas fait de scandale. Il a simplement cessé de lui parler et a convaincu les autres membres du club de faire de même. Au bout d'1 mois d'isolement total, l'étudiant s'est inscrit dans un autre institut. L'administration a considéré cela comme une influence malsaine et a renvoyé Vargin sans droit de réintégration. Après l'armée, 2 ans dans un bataillon de construction près d'Orenbourg, il est retourné à Saratov, mais n'y est pas resté longtemps. Il a travaillé dans différentes entreprises, comme serrurier, ajusteur, responsable logistique. Il n'est jamais resté plus d'1 an au même endroit. Ce n'était pas à cause de conflits. Il partait simplement lorsqu'il comprenait qu'il ne pouvait pas contrôler son environnement. En 1983, il a découvert la religion pour la première fois, non pas en tant que croyant, mais en tant qu'observateur. Une communauté baptiste clandestine était active à Saratov et Vargin
a assisté à leurs réunions pendant plusieurs mois. Selon le témoignage d'un membre de la communauté, retrouvé par le FBI en 2001, Vargin ne priait jamais à haute voix et ne participait pas aux discussions sur les Écritures. Il s'asseyait dans un coin et observait. Il n'étudiait pas la foi, a déclaré le témoin. Il étudiait la façon dont les gens obéissent, comment ils écoutent le pasteur, comment ils font ce qu'on leur dit sans poser de questions. J'ai vu ses yeux pendant les sermons. Il n'y avait pas Dieu là-dedans. Il y avait de l'intérêt, un intérêt froid et calculateur. 6 mois plus tard, Vargin quitta la communauté aussi discrètement qu'il était arrivé, mais il en retira l'essentiel, la compréhension du fonctionnement du pouvoir à travers la foi. À la fin des années 80, lorsque l'Union soviétique a commencé à s'effondrer, Vargin s'est retrouvé au bon endroit, au bon moment. Le chaos de la perestroïka a ouvert les frontières et il est parti. D'abord en Pologne, puis en Allemagne et enfin en 1991 aux États-Unis dans le cadre d'un programme pour les réfugiés religieux. Les documents qu'il a fournis au service d'immigration indiquaient qu'il était membre d'une communauté religieuse persécutée. C'était un mensonge, mais il était impossible de le vérifier dans le chaos qui a suivi l'effondrement de l'URSS. Il existait déjà à Cleveland une importante diaspora russophone. Des milliers d'émigrants de l'ancienne Union soviétique, désorientés, ne connaissant pas la langue, cherchant un soutien. Vargin y vit non pas une tragédie humaine, mais une opportunité. Il ne recherchait ni la richesse, ni la gloire. Les documents de l'enquête indiquent que pendant toutes ces années de service, il n'a pratiquement pas accumulé d'économies. L'argent donné par les paroissiens servait à entretenir l'église et à subvenir à ses besoins personnels, modestes, presque ascétiques. Ce qu'il voulait était autre chose. Contrôle, pouvoir absolu sur ceux qu'il choisissait, possibilité de déterminer comment ils vivaient, ce qu'ils pensaient, qui ils étaient. La religion n'était qu'un instrument, le plus efficace qu'il ait trouvé. En 1992, il loua un bâtiment qui abritait autrefois une usine de meubles, située à la périphérie est de Cleveland. Le quartier était pauvre, la population hétéroclite et la police ne s'y rendait que rarement. L'endroit idéal. En 6 mois, il a transformé l'usine en église, tout seul, sans aide. Il a installé un iconostase, apporté des objets liturgiques, aménagé des chambres pour l'hébergement temporaire des personnes dans le besoin. Et il s'est mis au travail. Les premiers paroissiens sont arrivés grâce à des annonces publiées dans des journaux russophones. Aide gratuite, conseils juridiques, soutien à l'adaptation. Pour les personnes qui ne connaissaient pas la langue, ne comprenaient pas le système et craignaient l'expulsion, cela ressemblait à un salut. Vargin était patient. La première année, il n'a rien fait d'illégal. Il a instauré la confiance. Il a étudié. Il a sélectionné. Les psychologues criminologues du FBI ont ainsi noté dans la rapport qu'il ne choisissait jamais au hasard. Chacune des victimes correspondait à un profil précis, seul, sans relation aux États-Unis, sans famille à proximité, avec une connaissance limitée de l'anglais et ayant un besoin urgent d'aide. Il ne chassait pas. Il attendait qu'elles viennent à lui. Et ils sont venus. Le tournant s'est produit à l'automne 1993. À ce moment-là, l'église du Saint-Martyr fonctionnait déjà depuis plus d'1 an. Vargin comptait environ 40 fidèles réguliers, jouissait d'une réputation de bon pasteur et comprenait parfaitement le fonctionnement de son petit monde. Mais il n'a pas encore franchi la ligne. Plus tard, l'enquête a établi ce qui avait été le déclencheur. Ce n'était ni un traumatisme, ni une humiliation, ni une pression extérieure. C'était tout le contraire, le sentiment d'une impunité totale. En octobre 1993, une paroissienne nommée Olga, qui vivait dans un refuge religieux depuis 3 mois, a décidé de partir
rejoindre sa famille à Chicago. Elle n'a pas demandé la permission à Vargin. Elle a simplement fait ses valises et annoncé son départ. Selon les témoignages d'autres paroissiens, Vargin n'a manifesté aucune émotion. Il lui a souhaité bonne chance et lui a donné sa bénédiction. Olga est partie. 2 semaines plus tard, elle est revenue. Ses proches ont refusé de l'accueillir. Elle n'avait pas d'argent. Elle n'avait nulle part où aller. Elle est revenue à l'église et a demandé pardon. Vargin lui a pardonné. Il l'a repris. Il lui a attribué la même chambre. Mais quelque chose a changé. Les enquêteurs qui ont étudié son comportement après son arrestation pensent que c'est ce moment précis qui a fait tomber la dernière barrière interne. Olga n'est pas revenue parce qu'il l'y a forcée. Elle est revenue d'elle-même parce qu'elle n'avait nulle part où aller. Le système qu'il avait mis en place fonctionnait. Les personnes qu'il avait choisies étaient tellement isolées du monde extérieur qu'elles revenaient même après être parties. Il comprit qu'ils étaient déjà sous son emprise. Il ne lui restait plus qu'à le concrétiser physiquement. En novembre 1993, il a commencé à réaménager le sous-sol. Le bâtiment de l'ancienne usine avait de vastes caves, d'anciens entrepôts aux murs épais en briques. Vargin a choisi la plus éloignée, séparée de la cave principale par un couloir étroit. Il travaillait la nuit, seul. Il transportait les déchets de construction dans une camionnette louée et achetait les matériaux dans différents magasins afin de ne pas attirer l'attention. En 4 mois, il a renforcé les murs avec du béton, installé une isolation acoustique en mousse industrielle, fait passer l'électricité et la ventilation et monté une lourde porte métallique avec un verrou à l'intérieur. Il a dissimulé l'entrée derrière des étagères contenant des objets liturgiques dans la sacristie, une pièce située derrière l'autel où les fidèles n'entraient pas. Il ne se pressait pas. Il n'était pas nerveux. Il n'avait aucun doute. En février 1994, les locaux étaient prêts. La première fut Tatiana Dvornik, une femme de 28 ans originaire de Kharkov, arrivée aux États-Unis 3 mois plus tôt. Elle disparut le 23 février. La police ne trouva aucune trace d'elle. Marina Kosareva est arrivée deuxième, 1 mois plus tard. Le rapport du FBI contient une phrase qui décrit peut-être le mieux ce qui se passait dans la tête de Vargin à cette époque. Le sujet n'éprouvait aucun conflit entre ses actions et les normes morales, car au moment où il a commis son premier crime, il avait déjà complètement redéfini ses normes pour lui-même. Dans sa vision du monde, il n'enfreignait pas les règles, il créait les siennes. Le contexte religieux qu'il avait construit autour de lui ne servait pas de couverture, mais de justification. Il ne se faisait pas passer pour un dieu auprès des autres. Il se considérait comme un dieu pour ceux qu'il choisissait. Après cet événement, ses décisions sont devenues directes, froides et dépourvues de doute. Les freins qui subsistaient encore, sociaux, moraux, instinctifs, ont disparu. Non pas parce que le monde l'avait brisé, et parce que le monde lui a permis de faire ce qu'il voulait, il a compris qu'il n'y aurait aucune punition. Pour certaines personnes, c'est l'idée la plus dangereuse qui soit. De février 1994 à novembre 1999, soit pendant 5 ans et 9 mois, Anton Vargin a séquestré 5 femmes dans une pièce cachée sous l'église. Pas dès le début. Il a agi progressivement, méthodiquement, avec un calcul que les enquêteurs qualifieront plus tard de terriblement rationnel. Les enquêteurs du FBI qui ont étudié l'affaire ont mis en évidence un schéma clair, un système que Vargin a mis en place et perfectionné au fil des ans. Vargin ne choisissait jamais au hasard. Chacune des victimes correspondait à un profil précis. Femmes âgées de 25 à 40 ans. Récemment arrivées aux États-Unis, moins d'1 an dans le pays.
célibataire, sans mari, sans partenaire, sans proches parents en Amérique, avec une connaissance minimale de l'anglais, en situation de détresse, perte de logement, problèmes administratifs, absence d'emploi. Il ne les cherchait pas, il créait les conditions pour qu'ils viennent d'eux-mêmes. Annonces dans les journaux, bouche à oreille au sein de la communauté d'émigrés, réputation de homme qui aide. L'église du Saint-Martyr est devenue un point d'attraction pour ceux qui n'avaient nulle part où aller. Parmi les dizaines de femmes qui lui demandaient de l'aide, Vargin n'en choisissait que quelques-unes. Il aidait vraiment les autres. Il leur donnait des conseils, remplissait des documents, leur trouvait du travail. Cela faisait partie du système. Ses activités caritatives, légitimes, lui servaient de couverture et renforçaient la confiance de la communauté. Ceux qu'il choisissait avaient tous un point commun: l'absence totale de personnes susceptibles de les rechercher. Avant que la femme ne se retrouve dans le sous-sol, Vargin a passé plusieurs semaines à la préparer. Il l'a invitée à vivre dans un refuge religieux, réduisant progressivement ses contacts avec le monde extérieur. D'abord, avec douceur, ne fréquente pas ces personnes, elles ne font pas partie de notre communauté. Puis, avec plus d'insistance, je m'inquiète pour ta sécurité, il vaut mieux ne pas sortir seul. Enfin, de manière catégorique, ta famille est ici, dehors, personne n'a besoin de toi. Au moment de leur disparition, la plupart des victimes étaient déjà coupées de tout contact avec l'extérieur. Leurs voisins ne les voyaient pas, leurs proches ne les appelaient pas, leurs employeurs et les services sociaux n'avaient aucune nouvelle d'eux. Quand ils disparaissaient, personne n'était là pour les rechercher. La pièce cachée sous l'église était un espace d'environ 30 mètres carrés. Des murs en béton recouverts d'un matériau insonorisant. Une seule lampe au plafond que Vargin contrôlait de l'extérieur. Un tuyau d'aération donnant sur un puits technique derrière le bâtiment. Des toilettes chimiques dans un coin, des matelas sur le sol. Les femmes étaient maintenues dans un état de dépendance totale. Il contrôlait tout, la nourriture, l'eau, la lumière. Mais la détention physique n'était qu'une partie du système. Vargin a créé dans son sous-sol une structure que les psychologues criminologues ont ensuite comparée au fonctionnement des sectes totalitaires. Il leur a retiré leur nom. Chaque victime s'est vue attribuer un surnom, celui d'un objet liturgique, censoir, bougie, calice, lampe, analoï. Il était interdit d'utiliser leur vrai nom. Toute infraction était punie d'une privation de nourriture pendant une journée. Ils contrôlaient leur apparence. Leurs seuls vêtements étaient des soutanes grossières, en toile de trotte, jute, identiques, sans visage, qui les privait de toute individualité. Il a créé une hiérarchie. Ceux qui étaient dans le sous-sol depuis plus longtemps bénéficiaient de petits privilèges, une portion supplémentaire de nourriture, le droit de parler aux autres. Les nouveaux arrivants étaient tout en bas de l'échelle. Cela engendrait non pas de la solidarité, mais de la concurrence. Il exigeait une soumission rituelle. Chaque fois qu'ils descendaient, les femmes devaient prononcer une seule phrase: « Merci, Monseigneur, pour tout, pour la nourriture, pour l'eau, pour avoir allumé la lumière. » L'enquête a établi que Vargin n'avait pas utilisé les victimes à des fins lucratives. Il ne les a pas vendues, n'en a pas tiré de profit financier et n'a pas fait appel à des tiers. Son objectif était le pouvoir absolu. Il venait après les offices du soir, lorsque les fidèles étaient partis et que le bâtiment était vide. Il passait entre 1 et 3 heures en bas. Ce qui s'est passé pendant ces heures est enregistré sur 47 cassettes VHS que la police a trouvées dans sa chambre après son arrestation. Sur les cassettes, on entend Vargin prononcer des sermons devant les victimes. Il parle du péché, de la rédemption, de son rôle de sauveur. Il exige leur gratitude. Il affiche son pouvoir absolu sur ceux qui
ne peuvent lui résister, les enregistrements sont devenus les principales preuves à charge. Ils ont montré que pour Vargy, ce qui se passait n'était pas un crime, mais un rituel, la confirmation de son propre statut dans le monde, qu'il avait été. Le plus effrayant dans cette affaire, ce n'est pas ce qui se passait en bas, mais ce qui se passait en haut. L'église du Saint-Martyr a continué à fonctionner pendant toutes ces années. Messes dominicales, offices religieux festifs, baptêmes, funérailles. Des dizaines de personnes venaient chaque semaine, priaient, faisaient des dons, remerciaient le père Anton pour son aide. Personne ne se doutait de rien. Les paroissiens le décrivaient comme calme, attentif, un homme vraiment croyant. Ils baptisaient leurs enfants. Ils les réconfortaient dans leur chagrin. Ils leur donnaient des conseils. Pendant tout ce temps, 5 ans et 9 mois, à 15 mètres sous leurs pieds, se trouvaient des femmes qui entendaient chaque office. Elles entendaient les prières pour la miséricorde et le salut. Mais elles ne pouvaient émettre aucun son. L'isolation acoustique fonctionnait dans les deux sens. En 1998, 4 femmes se trouvaient simultanément dans le sous-sol. Vargy gagna en assurance. Ses visites devinrent plus fréquentes, ses exigences plus sévères. Mais avec la confiance est venue la négligence. Il a commencé à enfreindre ses propres règles. À plusieurs reprises, il est resté en bas jusqu'au matin et a à peine eu le temps de monter avant l'arrivée des premiers fidèles. Une fois, il a oublié de fermer la porte de la sacristie. Un diacre bénévole a jeté un coup d'œil à l'intérieur, mais n'a rien remarqué de suspect derrière les étagères. L'erreur la plus grave s'est produite au printemps 1999. L'une des victimes, Svetlana Tereshchenko, détenue depuis déjà 3 ans à ce moment-là, est tombée malade. Elle avait une forte fièvre, toussait et divaguait. Vargy n'a pas appelé de médecin. C'était impossible. Il a simplement attendu. Svetlana a survécu. Mais pendant plusieurs nuits consécutives, elle a crié dans son délire, suffisamment fort pour que le son puisse s'échapper par la ventilation. Son voisin, propriétaire d'un garage automobile qui louait un local de l'autre côté du mur, dira plus tard à la police qu'il avait entendu des bruits étranges, semblables à des hurlements, pendant ces nuits-là. Mais il avait pensé qu'il s'agissait de chiens errants. Il n'a rien signalé, il n'a pas vérifié, il n'a pas posé de questions. Le système fonctionnait non seulement parce que Vargy était prudent, mais aussi parce que le monde qui l'entourait ne voulait pas le remarquer. Cela dura jusqu'au 14 novembre 1999. Jusqu'au jour où la vieille canalisation d'eau sous la rue n'a pas résisté à la pression. Le 14 novembre 1999, il pleuvait à Cleveland. Ce n'était pas une simple pluie, mais une averse qui durait depuis 3 jours consécutifs. Les égouts pluviaux étaient saturés, les rues étaient inondées et les services municipaux travaillaient en mode urgence. À 16h20, le répartiteur du service municipal d'approvisionnement en eau a reçu un signal indiquant une rupture de la conduite principale à la périphérie est. L'adresse, zone industrielle, anciens entrepôts et ateliers, y compris le bâtiment loué par l'église Saint-Martyr. L'inspecteur David Mackenzie est arrivé sur les lieux à 17h40. Mission classique, inspecter les fondations, évaluer les dégâts, rédiger un rapport pour l'assurance. Vargy l'accueillit à l'entrée, calme, courtois, vêtu d'une chemise sombre avec une croix sur la poitrine. Il se présenta comme le recteur de l'église. Il expliqua que le sous-sol était inondé, mais qu'il n'était pas nécessaire de descendre, car il ne contenait que de vieux déchets sans valeur. Mackenzie a insisté. La procédure exigeait l'inspection de toutes les pièces inondées. Selon le témoignage de l'inspecteur, c'est à ce moment précis que le comportement de Vargy a changé. Pas radicalement, mais de manière notable. Il est devenu plus insistant
a proposé de régler la question sans bureaucratie et a mentionné qu'il pouvait compenser les désagréments. 500 $ en espèces. Mackenzie a refusé. Non par principe, mais simplement parce qu'il ne comprenait pas pourquoi il fallait donner un pot de vin à un prêtre pour inspecter un sous-sol rempli de vieilleries. Il descendit l'escalier, traversa la cave principale, effectivement inondée de 20 cm, et s'enfonça dans les profondeurs, inspectant les fondations. Dans le coin le plus éloigné, il remarqua des étagères remplies d'objets liturgiques. Derrière elles, une partie du mur semblait différente. La maçonnerie était plus récente, les joints étaient nets et un cadre métallique ne s'intégrait pas dans l'ancienne construction. Et le son, silencieux, à peine perceptible derrière le bruit de l'eau. Mackenzie s'arrêta, tendit l'oreille. Des coups, rythmés, venant de l'intérieur. Plus tard, il dira aux enquêteurs « Je n'ai pas tout de suite compris ce que c'était. J'ai pensé que c'était un tuyau, une sorte de mécanisme. Puis, j'ai entendu une voix féminine, très faible. Elle a prononcé un seul mot, à l'aide. » Mackenzie, un incendie, n'a pas posé de questions à Vargin. Il est sorti du sous-sol et monté dans sa voiture et a appelé la police. Quand la patrouille est arrivée 11 minutes plus tard. Elle était suivie de 2 autres équipes, puis d'une équipe d'enquêteurs. Vargin n'a pas opposé de résistance. Lorsque les policiers sont entrés dans le bâtiment, il était assis dans la sacristie et lisait la Bible. Il n'a pas répondu aux questions. Il est simplement resté silencieux. La porte derrière les étagères a été ouverte à 19h15. Derrière elle, ils ont trouvé un couloir d'environ 4 mètres de long, une autre porte métallique et une pièce. 5 femmes. 4 d'entre elles sont conscientes, épuisées, vêtues de soutanes identiques. L'une d'elles est Tatiana Dvornik, la première dans un état critique. Marina Kosareva était parmi eux. 5 ans dans cette pièce. Les enquêteurs ont travaillé sur place pendant 3 jours. Les preuves clés étaient 47 cassettes VHS contenant des enregistrements des prêches de Vargin et son journal intime. 230 pages dans lesquelles il consignait chaque victime. Le système que Vargin avait mis des années à construire s'est effondré en 3 heures. Rupture de canalisation, pluie, inspecteur qui n'a pas accepté de pot de vin. Le procès a débuté en septembre 2000. Anton Vargin a été accusé de 42 chefs d'accusation. Tout au long du procès, il n'a pas prononcé un mot. Il a refusé de témoigner et a renoncé à son dernier mot. L'expertise psychiatrique l'a déclaré apte à être jugé. Le jury a délibéré pendant 4 heures. Coupable de tous les chefs d'accusation. Verdict. 3 peines d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération anticipée. Les 5 femmes ont survécu. Tatiana Dvornik a passé 8 mois dans une clinique de rééducation. Marina Kosareva est retournée en Russie en 2002, auprès de sa fille qui l'attendait depuis 8 ans. Les 3 autres sont restés aux États-Unis. L'église du Saint-Martyr a fermé ses portes 1 semaine après l'arrestation. Le bâtiment a été vendu. Il abrite aujourd'hui un entrepôt. Cette affaire n'a pas fait la une des journaux fédéraux. Elle n'a pas donné lieu à des documentaires. La presse locale a publié quelques articles, puis l'a oublié. Cleveland a continué à vivre. Mais pour les 5 femmes qui entendaient les prières au-dessus de leur tête et ne pouvaient émettre le moindre son, c'était tout. Certaines personnes ne changent pas le monde. Elles nous montrent simplement à quel point nous le connaissons mal. La frontière entre la norme et l'horreur est toujours plus mince qu'il n'y paraît. Parfois, ce n'est qu'un mur, avec une bonne isolation phonique.